OK, parfait, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me représente brièvement. Je m'appelle Camille Vasconcelos, je suis juriste et coordonnatrice par intérim du programme Droits de la personne et VIH-Sida à la COQ-SIDA. Donc, je me joins à vous aujourd'hui pour vous parler de la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique au VIH. Le plan de la présentation que je vous propose aujourd'hui va comme suit. Donc, je commencerai par un bref historique de la criminalisation du VIH au Canada. Ensuite, je vous propose de préciser l'état des lieux au Québec et pour ensuite offrir une critique du statu quo. Alors, avant de commencer, juste pour s'assurer qu'on est tous et toutes sur la même page, je pense qu'il convient de rappeler ce qu'on entend par criminalisation. C'est très simple, c'est essentiellement le fait de rendre passible de sanctions de poursuites et de sanctions criminelles un comportement, un geste ou une situation donnée. Alors, pour faire un retour en arrière, comment se fait-il, en fait, qu'on parle de criminalisation du VIH? C'est une question pertinente et importante à se poser parce qu'en principe, le statut sérologique d'une personne est confidentiel. C'est une information qui est protégée par le droit, qui relève de la vie privée. Et donc, le fait de dévoiler son statut sérologique est un choix individuel. Une personne est libre de décider à qui elle dévoile son statut et dans quelles circonstances. Il n'existe pas d'obligation de divulguer son statut en emploi. Il n'existe pas d'obligation de divulguer son statut dans les soins médicaux ou autres. Il existe par contre quelques exceptions à ce principe de base, entre autres en immigration, quand on fait une demande d'assurance et dans le contexte de certaines relations sexuelles. On retient l'exception des relations sexuelles aujourd'hui parce que c'est dans ce contexte-là qu'il va y avoir criminalisation de la non-divulgation. Alors, d'où vient cette obligation de divulguer son statut sérologique? C'est particulier parce qu'il n'existe pas dans le Code criminel canadien d'articles ou de dispositions spécifiques liées au VIH. Alors, l'obligation de divulguer son statut est une obligation juridique légale qui a été créée par la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal au pays, dans une affaire qui s'appelle Cuerrier en 1998. Dans cette affaire-là, la Cour nous donne deux enseignements importants qui prévalent encore aujourd'hui, qui reflètent encore l'état du droit aujourd'hui. Le premier étant que le fait de ne pas divulguer sa séropositivité peut constituer une fraude qui vicie le consentement aux relations sexuelles. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que la Cour établit que le fait de ne pas divulguer son statut sérologique dans certaines circonstances va être conçu comme une faute criminelle et elle traduit cette faute-là en agression sexuelle grave. Donc, elle établit que lorsqu'une personne manque à son devoir de divulguer son statut sérologique, l'infraction criminelle applicable est celle d'agression sexuelle grave. Pas juste agression sexuelle, mais agression sexuelle grave. La distinction entre ces deux infractions-là est reflétée dans la peine à laquelle on la associe. Et c'est quelque chose que j'ai précisé plus tard dans la présentation. Donc, mais c'est important déjà de noter d'abord que même dans des cas où il n'y a pas eu de transmission du VIH, le fait de ne pas divulguer son statut dans certaines circonstances peut être passible de poursuites et de sanctions criminelles. Donc, d'où la question, quand faut-il divulguer? Aujourd'hui, au Canada, donc le droit a évolué depuis la décision de la Cour suprême en 1998 et on sait désormais aujourd'hui que ce qui est criminalisé au Canada, c'est le fait de ne pas divulguer son statut avant d'avoir une relation sexuelle qui comporte une possibilité réaliste de transmission du VIH. Donc, c'est particulier parce qu'en 2012,
la Cour suprême du Canada revisite la question de l'obligation de divulguer et elle va venir préciser l'obligation dans un arrêt qui s'appelle Mabior en 2012. Mais plutôt que de nous dire voici les circonstances dans lesquelles une personne doit divulguer son statut, elle nous dit plutôt voici les circonstances dans lesquelles une personne n'a pas à divulguer son statut. Et donc, le critère retenu est celui de la possibilité réaliste de transmission du VIH. Et ce qu'elle entend par là, la Cour, elle nous précise que on va considérer qu'il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission du VIH et donc qu'il n'y a pas d'obligation de divulguer son statut lorsque la personne a une charge virale faible et qu'il y a eu port du condom pendant la relation sexuelle. Donc, ce sont des critères cumulatifs. Il faut que les deux critères soient remplis pour qu'il n'y ait pas d'obligation de divulguer. Ce qu'on entend par charge virale faible, c'est une charge virale de inférieure à 1500 copies par millilitre. Alors, c'est ça. Quand il y a charge virale faible et port du condom, aucune obligation de divulguer, mais ça nous laisse dans un flou juridique à plusieurs autres situations où la Cour ne précise pas l'obligation. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne, si une personne ne divulgue pas son statut avant d'avoir un rapport sexuel qui comporte une possibilité réaliste de transmission, elle peut être poursuivie pour agression sexuelle grave et risquer la prison à vie et une inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels. Donc, prison à vie au Canada, ça veut dire 25 ans de prison. Et en plus de ça, une inscription obligatoire au registre. Ça, évidemment, c'est extrêmement lourd et grave comme peine. Et l'inscription au registre, c'est très sérieux aussi parce que une personne peut devoir s'inscrire au registre pendant une période de 10, 20 ans ou à perpétuité, mais dans tous les cas, les informations qui sont contenues au registre, ils demeurent jusqu'à la fin des temps. Donc, ce sont des informations qui, encore là, relèvent de la vie privée d'une personne et qui vont être enregistrées dans une banque de données à laquelle les forces policières auront droit, auront accès. Et puis, cette inscription-là aussi se rattache à certaines obligations qu'on impose à la personne concernée tout au long de sa vie. Et puis, ça peut aussi avoir un impact très sérieux sur l'accès à certains emplois. Donc, c'est lourd de conséquences et c'est quelque chose qui va suivre une personne pour le reste de ses jours. Encore là, je rappelle que si une personne ne divulgue pas son statut quand il y a une possibilité réaliste de transmission, elle peut être passible de ces sanctions criminelles-là, même s'il n'y a pas eu de transmission du VIH, même si il y a seulement eu, même si les personnes ont seulement eu du sexe oral, même si la personne a simplement pas divulgué son statut plutôt que de mentir au sujet de son statut, même si elle a offert le port du condom et que c'est l'autre personne qui a refusé, et même si on sait que I égale I, indétectable, égale intransmissible. Le droit continue à évoluer. C'est une évaluation qui est positive, mais en même temps instable. Le gouvernement fédéral, Justice Canada, a publié un rapport sur la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité. Et dans ce rapport-là, elle établit certaines lignes directrices dont la force contraignante est incertaine. Entre autres parce que la façon dont le rapport est rédigé, il dit que le droit criminel, donc il ne devrait pas y avoir de poursuite criminelle intentée de façon générale dans certains cas. Donc, le fait qu'il soit écrit généralement ou de façon générale, ça sous-entend qu'il pourrait quand même y avoir, que les entités responsables pourraient décider de poursuivre malgré ces lignes directrices-là. Alors, mais tout de même, donc les lignes directrices établies par le rapport disent qu'une personne vivant avec le VIH qui avait une charge virale indétectable, donc c'est-à-dire inférieure à 200 copies par millilitre, ou une personne lorsqu'il y a eu port du condom,
ou lorsqu'il y a eu des rapports sexuels strictement oraux, ou lorsque la personne vivant avec le VIH suivait son traitement tel que prescrit au moment des faits. Dans ces circonstances-là, de façon générale, il ne devrait pas y avoir de poursuite intentée. Un autre gros bémol qu'il faut souligner par rapport à ce rapport-là, c'est que, en fait, il ne vaut que pour les territoires canadiens, donc Yukon, Nunavut, territoire du Nord-Ouest, parce que la façon dont les compétences sont divisées au Canada, l'administration de la justice, c'est une compétence qui est provinciale. Alors, ce que ça veut dire, c'est que même si c'est le gouvernement fédéral qui a compétence en matière de droit criminel, donc c'est pour ça que c'est le gouvernement fédéral qui rédige le code criminel, l'application du code criminel et l'institution de tribunaux de justice civile ou criminelle, tout ça, ça relève d'un pouvoir provincial. Alors, ce rapport-là n'a pas vraiment n'a pas force de droit au Québec et dans les autres provinces canadiennes. Ça a une valeur strictement d'inspiration, si on veut. Le Québec n'est pas lié par ce rapport. Donc, justement, qu'en est-il de la situation au Québec? Où est-ce qu'on en est rendu? Jusqu'à tout récemment, le Québec adoptait une lecture très stricte du critère élaboré par la Cour suprême dans Mabior en 2012. Donc, c'était le même critère qui était appliqué, qui était suivi au Québec, c'est-à-dire qu'on considérait que quand il y avait, au moment des faits, une charge virale faible et le port du condom, encore là, les deux, qu'il n'y avait pas de possibilité de réalisme de transmission et donc pas d'obligation de divulguer son statut dans ces circonstances-là. Pardon. Depuis 2019, cependant, on sait que le DPCP, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, ça, c'est l'entité au Québec qui est en charge de décider si des poursuites criminelles vont être intentées dans un dossier ou non. En 2019, donc, le DPCP a adopté une politique institutionnelle qui est publique et qui est officielle, qui dit que lorsqu'une personne maintient une charge virale indétectable, donc inférieure à 200 copies, par l'entremise d'un traitement antirétroviral et que cette charge-là est mesurée par des analyses consécutives à tous les 4 à 6 mois, le DPCP va considérer qu'il n'y avait pas possibilité réaliste de transmission et que la personne n'avait pas l'obligation de divulguer et donc que des poursuites criminelles ne devraient pas être intentées dans ces cas-là. Donc, depuis 2019 au Québec, en principe, il n'y a pas de poursuites criminelles qui sont intentées contre une personne qui, au moment des faits, avait une charge virale indétectable, suivait son traitement tel que prescrit et réussissait à maintenir sa charge virale en deçà de 200 copies, telles que prouvées par des tests qui sont faits à tous les 4 à 6 mois. C'est bien, c'est un avancement, c'est mieux que le critère de Mabior, mais ça nous laisse encore dans un flou juridique par rapport à plusieurs autres activités et situations dans lesquelles il est difficile de statuer sur l'obligation de divulguer dans d'autres circonstances. Et donc, c'est difficile de savoir comment orienter son comportement dans ces autres circonstances-là. On pense notamment aux relations orales sans condom, où il y a une charge virale égale ou supérieure à 200 copies, ou même les relations vaginales, orales, anales avec condom, mais lorsque la charge virale est égale ou supérieure à 1500 copies. Dans ces cas-là, la possibilité réaliste de transmission va être évaluée au cas par cas, selon les faits et la preuve médicale ou scientifique au dossier. Donc, c'est très difficile de statuer sur l'obligation de divulguer dans ces cas-là. On peut présumer que dans les cas de pénétration anale, comme on sait que le risque de transmission est accru quand il y a de pénétration anale, on peut présumer que l'obligation est au moins
aussi stricte, sinon l'obligation de divulguer est au moins aussi stricte, sinon encore plus stricte. Pour ce qui est des relations sexuelles orales, on sait que le risque scientifique de transmission est vraiment minime, mais il faut encore là présumer que l'obligation de divulguer demeure la même. Après, pour ce qui est d'autres gestes ou activités, comme les baisers, la masturbation mutuelle, le toucher, évidemment, on sait qu'il n'y a aucun risque de transmission, donc il n'y a pas d'obligation de divulguer dans ces circonstances-là. Donc voilà, puisque malgré les progrès qu'on a faits, il en demeure pas moins que la non-divulgation du statut sérologique demeure criminalisée dans certaines circonstances. Il y a lieu de critiquer ce statu quo-là, surtout quand on considère que ce ne sont pas tous les États qui criminalisent l'exposition ou la non-divulgation du statut sérologique. On sait que la criminalisation de la transmission ou de l'exposition du VIH est un phénomène international, donc plusieurs États le criminalisent, et c'est d'ailleurs vivement condamné par l'ONU-SIDA, mais on sait aussi que ce ne sont pas tous les États qui criminalisent, et donc qu'il existe des alternatives, qu'il est possible d'aborder le comportement ou la situation d'un point de vue de l'angle de la santé publique, en adoptant l'approche de la réponse graduée plutôt qu'en réglementant le comportement à travers les lois pénales. C'est pour ça que en fait, la position de la COC-SIDA concorde avec celle de l'ONU-SIDA. Et selon nous, donc, on est d'avis que l'application du droit criminel devrait être limitée aux cas de transmission réelle et intentionnelle. Donc, il devrait y avoir des poursuites criminelles intentées seulement lorsqu'il y a effectivement eu transmission du VIH et lorsqu'on est capable de démontrer que c'était réellement l'intention de la personne de transmettre le VIH. Sinon, dans tous les autres cas, il ne devrait jamais y avoir de criminalisation. Et parce que la criminalisation n'est pas une solution appropriée à l'épidémie. Pourquoi? Parce qu'elle nuit aux efforts de prévention du VIH. Elle nuit parce qu'elle met l'entièreté de la responsabilité de la prévention sur les personnes vivant avec le VIH, alors qu'il relève de la responsabilité de tout le monde d'user des précautions nécessaires pour essayer de prévenir la transmission. Ça détourne aussi l'attention des moyens pris pour prévenir la transmission. Pardon, j'essaie de regarder le temps qu'il me reste. On a jusqu'à E58. Là. À E58, ça va terminer. Je vais t'avertir 5 minutes avant, là, à E53, quand il va rester 5 minutes à ta présentation. Okay, merci. Donc, c'est ça, ça détourne l'attention des moyens pris pour prévenir la transmission. Donc, sur ce point-là, c'est important de noter aussi que si le partenaire dans une relation sexuelle, le ou la partenaire qui est séronégative prend la PrEP, par exemple, ça n'a aucune incidence sur le potentiel de criminalisation. Donc, même si c'est problématique parce que c'est ça, il y a une dissonance, un écart entre l'appréciation juridique du risque de transmission et l'appréciation scientifique. Et donc, l'état du droit ne reflète pas le consensus scientifique à l'égard du fait que I égale I, indétectable égale intransmissible, ou qu'il existe des méthodes très efficaces de prévenir la transmission du VIH. Traitement antirétroviral, condom, la PrEP. La criminalisation répand aussi des mythes sur les méthodes de transmission. Ça alimente la peur, ça perpétue l'idée que c'est ça, qui est l'idée fausse que le VIH se transmet facilement, alors que ce n'est pas le cas. Ça peut dissuader le dévoilement en cas d'accident,
Donc, par exemple, si il y a eu port du condom, mais le condom s'est brisé ou qu'il a glissé, ça peut décourager le dévoilement dans ces cas-là parce que par peur de représailles. Et ça décourage le dépistage, ce qui est probablement un des obstacles les plus importants à la prévention du VIH, parce que c'est ça. La situation est encore là floue, mais en principe, une personne qui n'a aucun symptôme et qui ne connaît pas son statut, ne sait pas qu'elle est séropositive, n'a pas d'obligation de divulguer. C'est à prendre avec un bémol parce que c'est ça, la Cour a établi en 2003 que dans certaines circonstances où une personne ne connaît pas son statut sérologique, mais qu'elle aurait raison de croire qu'elle a été exposée au virus ou qu'elle a peut-être le virus en raison de certains symptômes, là, il est possible que la Cour considère qu'elle ait une obligation de, de faire attention et de dévoiler ce risque-là, du moins à son partenaire sexuel. Mais sinon, c'est ça. En principe, une personne qui ne sait pas qu'elle est séropositive et qui n'a aucun symptôme n'a pas d'obligation de dévoiler. Donc, c'est problématique parce que c'est comme ça encourage quasiment les gens à demeurer dans l'obscurité vis-à-vis leur propre statut et leur propre santé. Et puis, puis d'ailleurs, sur le premier point, il met l'entièreté de la responsabilité de la prévention sur les personnes vivant avec le VIH. Ça aussi, c'est très problématique parce que on sait qu'environ 14% des personnes séropositives ignorent leur statut et elles sont responsables pour la plupart des transmissions du virus parce que justement, ne connaissant pas leur statut, elles ne suivent pas de traitement. Alors, ça met un fardeau complètement disproportionné et injustifié au sens à la vue des avancées thérapeutiques et scientifiques. Ça met un fardeau disproportionné sur les personnes vivant avec le VIH. En plus de nuire aux efforts de prévention, la criminalisation de la non-divulgation accroît aussi la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ça renforce l'idée selon laquelle les personnes vivant avec le VIH sont des personnes dangereuses ou immorales. Ça leur nie leur droit à la vie privée en imposant une obligation de dévoilement, ni leur droit à la dignité aussi. Ça leur enlève leur contrôle sur leur propre vie, dans le fond. Ça vient légitimiser un certain traitement très souvent sensationnaliste des personnes vivant avec le VIH dans les médias. Surtout, on remarque c'est un traitement qui est encore plus problématique, encore plus discriminatoire lorsque la personne vivant avec le VIH est aussi issue d'une minorité raciale. Ça nuit aux efforts de dépistage, comme je le disais, aux efforts de dépistage, de dialogue, de conversation ouverte, de conseils. Et ça répand de la désinformation sur les risques réels de transmission. En fait, si je peux me permettre de résumer, c'est ça. L'idée, c'est que dans un contexte de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH, ben, c'est encore plus difficile de dévoiler son statut parce qu'on sait qu'en dévoilant son statut, on s'expose à davantage de stigmatisation et de discrimination. Donc, c'est un cercle vicieux dont on saurait se sortir et qui impose un fardeau beaucoup trop lourd sur les personnes vivant avec le VIH. En plus de la stigmatisation et la discrimination inhérente au statut sérologique. Simplement pour informer qu'il reste 5 minutes à la présentation. Merci beaucoup. La criminalisation vient ajouter comme une couche de stigma parce que quand une personne est poursuivie ou
condamnée, incarcérée, ben là, elle doit vivre avec le stigma non seulement rattaché à son statut sérologique, donc le fait d'être séropositif, mais en plus le stigma rattaché au fait d'avoir été condamné, reconnu coupable d'une infraction criminelle et dans plusieurs des cas de devenir une personne détenue, donc incarcérée, d'avoir purgé une peine en prison. La criminalisation rend aussi les personnes vivant avec le VIH plus vulnérables parce qu'elles se voient plus susceptibles au chantage, plus susceptibles de se faire menacer de plainte à la police. Donc, ça les met dans une position d'insécurité et ça peut créer aussi une part de représailles ou de violence s'il y a un dévoilement obligatoire. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent décider de la nature ou du moment d'une activité sexuelle ou même du port du condom. Donc, ça rend ces personnes-là encore plus vulnérables. Ça a des répercussions disproportionnées aussi sur certains groupes qui sont à la base déjà vulnérables pour d'autres raisons. On pense aux nouveaux arrivants, aux personnes qui sont sans statut ou sans papier au Canada. On pense aux personnes issues de minorités raciales. On pense aux personnes incarcérées. On pense aux femmes, même aussi dans certaines situations, particulièrement les situations où quand une femme se retrouve dans une relation où il y a des dynamiques de pouvoir genrées, ça peut devenir une information qui peut être utilisée contre elle pour essayer de la contrôler. Donc, accentuer, augmenter la violence à l'égard des femmes. Et il est faux de croire que la criminalisation protège les femmes du VIH. En fait, on sait qu'au Canada, les femmes représentent environ 23% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH au Canada. Et on sait aussi que les femmes trans et les femmes autochtones sont fortement représentées. Alors, pourquoi décriminaliser? Ben, c'est ça. On est d'avis qu'il faudrait, à tout le moins, limiter la criminalisation du VIH au cas de transmission réelle et intentionnelle. Donc, il faudrait à notre avis, que ces deux critères-là soient remplis pour que la criminalisation soit légitime. Il reste 2 minutes. Merci. Qu'il y ait eu effectivement transmission et que ce soit l'intention, que ça a été l'intention de la personne concernée de transmettre le virus. Pourquoi? Ben, essentiellement parce que ça reflèterait beaucoup plus les objectifs du droit criminel qui sont de punir des gestes qui sont dangereux, violents et ou immoraux et des gestes violents, dangereux, immoraux, mais aussi une intention coupable. C'est comme les principes fondamentaux du droit criminel qui, selon nous, en tant que société, on s'est mis d'accord pour dire, OK, c'est ça, ça prend ces deux critères-là pour justifier, par exemple, l'emprisonnement d'une personne et ainsi restreindre ses libertés fondamentales les plus de base. Alors qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Une personne peut être passible de sanctions criminelles, même lorsqu'il n'y a pas eu de transmission et même lorsque ce n'était pas l'intention de la personne de transmettre. Alors voilà. Ça, c'est ça. On est d'avis que la décriminalisation diminuerait la stigmatisation, la discrimination, la violence de toute forme et que ça permettrait de mieux gérer l'épidémie en mettant en face sur la responsabilité de chacun de prévenir la transmission, en encourageant et en facilitant le dépistage et l'accès aux soins et en assurant l'accès à la prophylaxie pré- et post-exposition. Voilà, ça c'est une page de ressources. La COQ offre un service d'information juridique pour les personnes qui ont des questions par rapport à la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique. Et c'est mon collègue Laurent qui gère ce service-là. C'est un service complètement confidentiel, évidemment, et personnalisé. Alors, si les gens veulent prendre en note les coordonnées, les voici. Merci beaucoup.
Je tenais à te remercier pour cette belle présentation, Camille. Je crois que tu nous as aidé à mieux comprendre justement là, tout ce qui entoure la criminalisation et la non-divulgation du statut sérologique. Fait qu'un gros merci à toi. Merci beaucoup.